Donc moi, je m'appelle Rosane Lepens, donc je dirige une équipe de recherche qui travaille sur la myasthénie auto-immune. Donc je vois que tous mes collaborateurs sont là aussi. Et puis, donc on est localisé sur la Pitié-Salpêtrière dans le centre de recherche en myologie. Donc, une petite introduction, mais je sais que souvent les patients sont très au courant de leur maladie. Ils ont souvent des questions très très pointues puisqu'ils se sont bien renseignés. Mais en rappel, donc qu'est-ce que la myasthénie? Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de la myasthénie auto-immune. Donc c'est une maladie rare selon Orphanet puisque c'est moins d'une personne sur 5000 qui est affectée par cette maladie. Et je voudrais vraiment faire la différence, mais je pense que depuis hier, vous avez bien compris la différence. Donc sur la myasthénie auto-immune, on est sur une maladie acquise, contrairement aux syndromes myasthéniques congénitaux. Les syndromes myasthéniques congénitaux, c'est une maladie génétique, donc avec une mutation dans un gène. Et nous, on est sur une maladie en fait qui n'est pas génétique. Et en fait, c'est une maladie qui va apparaître au cours donc, de la vie, à différents moments. Vous verrez bien que je vais vous montrer qu'il y a différentes finalement, formes en fonction de l'âge du début de la maladie. Et donc, dans la myasthénie auto-immune, on a des anticorps donc, qui vont cibler les protéines qui sont à la jonction neuromusculaire et au niveau du muscle. Je reviendrai là-dessus un petit peu après. Les conséquences, donc, c'est un défaut de transmission de l'information entre le nerf et le muscle, et cela va conduire à des faiblesses musculaires qui vont être plus ou moins invalidantes selon les patients et selon la forme de la maladie. Donc, il y a différentes formes de maladies. On peut classer la maladie finalement en fonction des muscles qui vont être affectés, ceux qui vont être principalement affectés donc, par l'attaque des auto-anticorps. Et on va parler donc de myasthénie oculaire, si ce sont simplement les yeux qui sont atteints, ou de myasthénie généralisée, quand les autres muscles peuvent être aussi atteints. On va aussi classer la myasthénie en fonction du degré de sévérité. Donc il y a différents scores qui existent. Anciennement, le plus connu, c'est le score américain qui s'appelle le MGFA. Maintenant, nous, en France, on a un score de Garche qu'on utilise très souvent. On peut classer aussi la myasthénie en fonction de l'âge d'apparition des symptômes. Donc, je vais y revenir un petit peu après. On peut aussi classer la maladie en fonction du type des anticorps. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on connaît sur les anticorps. Et aussi des anomalies du thymus. Donc, en fonction de l'âge de développement de la maladie, il y a différentes formes en fait, de myasthénie. Rapidement, il y a la myasthénie néonatale. En fait, c'est lorsqu'une maman en fait, va transférer ses auto-anticorps à son bébé au cours donc, de la grossesse. En général, l'enfant se débarrasse des anticorps un petit peu naturellement dans les semaines qui suivent la naissance. Ensuite, on distingue une myasthénie juvénile. Il commence à y avoir pas mal de travaux sur cette myasthénie qui a été un petit peu négligée parce que finalement, il y avait peu d'études qui étaient faites sur des cohortes d'enfants. Alors, ce qui est difficile, c'est de mettre le cut-off, la barre. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle myasthénie juvénile? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une myasthénie qui va se développer avant la puberté. Ensuite, on a la forme précoce, qui est avant l'âge de 45 ans. Et toutes ces formes-là, la forme juvénile ou la forme précoce, ce sont essentiellement les femmes qui sont touchées. Après 45-50 ans, on a différentes formes aussi. On a ce qu'on appelle la forme tardive. Et très récemment, on fait même une distinction sur la forme très tardive. C'est des patients qui vont avoir plus de 65 ans. Et donc, on est capable maintenant, peut-être qu'avant, on passait à côté des symptômes, puisque ce sont des faiblesses musculaires, et passé 65 ans, 70 ans, on mettait ça sur l'âge. Et finalement, maintenant, on distingue une forme très tardive. Et je voudrais aussi mentionner que pour les patients après la cinquantaine, il y a une forme de myasthénie un peu particulière qui est liée à l'apparition d'un thymome, et je vais aussi y revenir. Donc maintenant, je vais parler un petit peu des anticorps qui sont impliqués dans cette pathologie. Donc ici, vous avez quelque chose de... Hop, je vais chercher le pointeur. Vous avez une image de la jonction neuromusculaire, donc en microscopie électronique, et en parallèle, un schéma très, très simplifié. J'ai mis les deux en parallèle justement parce que là, je vais très loin dans la simplification. En fait, ce qui se passe au cours de la contraction musculaire, en fait, une information nerveuse va arriver finalement en provenance du nerf. Et là, vous voyez la terminaison nerveuse, elle est schématisée ici en orange. Et ici, vous la voyez un petit peu mieux. Et dans cette terminaison nerveuse, vous avez des vésicules qui contiennent de l'acétylcholine. Et en fait, cette acétylcholine va être libérée dans l'espace synaptique, qui est ici représenté ici, et va se fixer sur les récepteurs à l'acétylcholine. Vous voyez bien sur cette image qu'au niveau du muscle, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai fait sur ce schéma. Et en fait, au niveau du muscle, vous avez plein de replis au niveau du muscle, de la jonction. Et les récepteurs à l'acétylcholine, ils sont localisés en amont de ces replis synaptiques. Et cette localisation, cet endroit précis, est très important pour le bon fonctionnement de la jonction neuromusculaire. Donc le récepteur à l'acétylcholine, que j'ai représenté en rose ici,
va se retrouver regroupée en amont, donc de ces replis synaptiques. Et il y a d'autres protéines qui sont aussi très importantes pour le regroupement de ce récepteur à la jonction neuromusculaire. On va y revenir après. Donc il y a la protéine MuSK et la protéine LRP4 qui vont en fait... Donc LRP4 va interagir avec l'agrine, qui est une molécule qui est aussi libérée dans la fente synaptique, va activer MuSK, et tout ce complexe va favoriser la clusterisation du récepteur au sommet donc, de ces replis synaptiques. Donc ce qui est important de distinguer, c'est que dans la myasthénie auto-immune, on va avoir des anticorps donc, qui vont cibler ces protéines, notamment le récepteur à l'acétylcholine, la protéine MuSK, la protéine LRP4. Et il faut faire la distinction avec le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. C'est une maladie aussi qui est caractérisée par des faiblesses musculaires, mais là, l'auto-anticorps va être dirigé contre un canal ionique, en fait, mais qui est localisé au niveau du nerf. Donc moi, je ne vais pas parler de cette forme de maladie, moi, je vais vraiment me concentrer sur la myasthénie auto-immune. Donc, qu'est-ce qu'on connaît des anticorps ? Plus précisément, donc il y a les anticorps contre le récepteur à l'acétylcholine. Donc en français, on dit les anti-RAC. Peut-être que dans ma présentation, je dirais les anti-ACHR parce que c'est le terme anglais. Et vous avez des anticorps contre la protéine MuSK. Donc en fait, là, on garde le nom anglais. Et contre la protéine LRP4. Les anticorps contre le récepteur acétylcholine, ils sont très bien connus parce qu'on les connaît depuis les années 70. Alors que les anticorps contre la protéine MuSK, on les connaît que depuis 2001. Et pour les LRP4, ça fait seulement une dizaine d'années. Ce qui explique en fait qu'on a moins de connaissances en fait, sur ces deux types de formes de myasthénie parce que ces anticorps ont été découverts beaucoup plus récemment. On considère qu'il y a à peu près 85 à 90% des patients qui vont avoir des anticorps contre le récepteur à l'acétylcholine. On a à peu près 5% des patients qui vont avoir des anticorps contre MuSK. Et pour LRP4, c'est un petit peu plus compliqué de faire une estimation parce qu'on a vraiment encore très peu de recul sur cette forme de la maladie. Et on a aussi des patients qu'on appelle les patients séronégatifs. C'est des patients qui ont clairement des symptômes myasthéniques au niveau des faiblesses musculaires, mais on ne connaît pas les anticorps qui sont impliqués dans leur maladie. Alors, deux possibilités. Soit les cibles des anticorps ne sont pas encore connues. Il reste encore des choses à découvrir. Dernièrement, en fait, il y a des papiers qui sont sortis justement en proposant que l'agrine pourrait être une cible. L'agrine, c'est une molécule donc, qui est libérée dans la fente synaptique qui va interagir avec LRP4 et qui va favoriser en fait, l'activation de MuSK et la clusterisation du récepteur. Donc, quelques travaux ont montré que certains patients pouvaient avoir des anticorps contre l'agrine, et dans un modèle de souris aussi, on a vu que ces anticorps contre l'agrine pouvaient entraîner des symptômes. On est vraiment tout au début de l'exploration de la pathogénicité, je vais dire, de ces anticorps, mais c'est une possibilité. Et ensuite, une autre possibilité en fait, d'être considéré comme un patient séronégatif, c'est que les tests actuels en laboratoire, parfois, ne sont pas assez sensibles. Et à titre d'exemple, pendant des années, un certain pourcentage des patients qui avaient des anticorps contre le récepteur à l'acétylcholine étaient considérés comme séronégatifs, puisque leurs anticorps, on n'arrivait pas à les détecter en laboratoire d'analyse. Il a fallu mettre au point un nouvel essai, plus compliqué parce qu'il faut utiliser en fait, des cellules, il faut que le récepteur soit dans sa forme native pour pouvoir détecter les anticorps. En fait, ces anticorps, c'est ce qu'on appelle les anticorps de faible affinité. Et c'est pour ça que dans le test classique, on ne les détecte pas, mais on les détecte dans un nouvel essai qui s'appelle un cell-based essay en anglais. Voilà. Donc, un petit pourcentage de patients séronégatifs encore. Et comment fonctionnent les anticorps ? Donc, comme je vous ai dit, les anticorps contre le récepteur à l'acétylcholine, on les connaît bien depuis les années 70. Et en fait, chez les patients, suivant le type d'anticorps, ils vont avoir des anticorps contre les récepteurs acétylcholine. Juste pour rappel, les anticorps, ce sont des immunoglobulines, donc qui sont là normalement pour combattre les agents pathogènes. Et on a différents types d'immunoglobulines. On en a quatre sous-types. Et les patients qui ont des anticorps contre le récepteur acétylcholine ont des immunoglobulines de ce type, ce qu'on appelle IgG1 ou IgG3. Et en fait, ces immunoglobulines vont se fixer, donc ces anticorps vont se fixer sur le récepteur à l'acétylcholine et vont impliquer ce qu'on appelle l'action du complément. Le complément, ce sont des petites molécules dans la circulation. Il y en a une qui va se fixer au récepteur et ensuite il va y avoir une cascade d'activation, d'autres vont venir se fixer et se cliver. Et ce complément va détruire la cible de l'anticorps, donc va détruire le récepteur acétylcholine. Donc ça, on pense que c'est le mécanisme majeur des auto-anticorps contre le récepteur acétylcholine. Mais en fait, suivant les patients, il y a des patients qui vont avoir des anticorps qui ont un autre mécanisme d'action. Vous pouvez avoir des anticorps qui vont, ce qu'on va dire, être bloquants. Ils vont juste se fixer sur le récepteur à l'acétylcholine et empêcher l'acétylcholine de se fixer. Mais le récepteur ne sera pas dégradé forcément. Et vous avez aussi des anticorps qu'on appelle en recherche, on les appelle internalisants, ou on va dire modulants, c'est-à-dire qu'ils vont entraîner le passage du récepteur à l'intérieur de la cellule.
Donc en fait, il ne va plus être présent en la surface de la membrane à la membrane et donc ne plus pouvoir interagir avec l'acétylcholine. Donc on a ces 3 mécanismes d'action. Ce qui est bien moins connu maintenant, et sur quoi se portent les nouveaux travaux de recherche, c'est sur les patients avec des anticorps LRP4 ou MuSK. Alors pour LRP4, malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'informations. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des immunoglobulines de type IgG1 et IgG3, comme le récepteur acétylcholine. Donc on suppose que leur mode d'action implique aussi l'action du complément. Et à l'heure actuelle, donc, il y a beaucoup d'études qui se font sur les anticorps contre la protéine MuSK. Ce sont des anticorps un petit peu particuliers parce que ce sont des anticorps qu'on appelle les IgG4. Et en fait, ces IgG4, ils sont incapables de fixer le complément. Donc, ils ne vont pas agir en dégradant la cible. Et en fait, ce sont des anticorps qu'on va appeler bloquants. Ils vont se fixer sur la protéine MuSK et vont empêcher LRP4 d'interagir avec cette protéine. Et donc, vont empêcher une bonne clusterisation du récepteur et vont altérer donc les mécanismes de signalisation à la jonction neuromusculaire. Alors, on revient d'un congrès. Le mois dernier, il y avait un congrès, donc le congrès de la myasthénie qui a lieu tous les 5 ans. Et il y a eu beaucoup de présentations sur des travaux donc, qui portent sur l'étude de ces anticorps et comment ils fonctionnent. Parce que c'est des anticorps un petit peu mystérieux. Pendant longtemps, on a pensé que les IgG4, c'était plutôt des anticorps qui protègent puisqu'ils n'activent pas le complément. Mais on sait maintenant qu'il y a tout un groupe de maladies auto-immunes qui sont médiées par ces IgG4. Et ces maladies auto-immunes, elles ont un petit peu des mécanismes communs. C'est les mêmes prédispositions génétiques, les patients répondent à peu près de la même manière au traitement. Donc il y a de nouveaux travaux de recherche qui vont se développer, non pas en considérant juste les patients qui ont des anticorps anti-MuSK, mais tous les patients qui ont une maladie auto-immune avec des anticorps anti-IgG4, de façon à avoir un certain nombre de patients plus importants, parce que finalement, quand on travaille sur une maladie rare, ce qui est important, c'est d'avoir le plus de patients possible pour arriver à trouver finalement une explication commune à toutes ces maladies. Donc il y a des travaux qui se développent là-dessus. Et ce qui est très intéressant aussi sur ces IgG4, c'est qu'un anticorps, en fait, il a ce qu'on appelle 2 bras. Ces 2 bras peuvent tous les deux interagir avec deux molécules. Et en fait, les IgG4, les bras se séparent et en fait vont se remanier avec d'autres bras, d'autres IgG4. Donc on se retrouve avec des anticorps qu'on appelle bispécifiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent reconnaître 2 cibles différentes. Et les derniers travaux montrent que finalement, chez les patients qui ont des anticorps anti-MuSK IgG4, ce n'est pas la forme bivalente qui est la plus nocive, pathogène. En fait, c'est les formes monospécifiques qui vont, elles, vraiment venir bloquer l'interaction de MuSK avec le LRP4. Donc voilà un petit peu pour les anticorps. Je ne sais plus si j'en avais une autre. Voilà, j'ai fait un petit tour de ce qui était connu sur les anticorps, des nouveautés ou des travaux en fait, qui sont en cours pour mieux comprendre leur mode d'action. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du thymus. Le thymus, je dois vous avouer que moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille parce que ça fait plusieurs années que je travaille en fait à essayer de comprendre ce qui se passe dans le thymus des patients. Et donc, avant d'expliquer ce qui passe un petit peu dans le thymus des patients, juste un petit récapitulatif. Qu'est-ce que le thymus? Parce que finalement, à part dans les riz de veau, on n'en parle pas souvent du thymus. Et pourtant, cet organe, il est très très important parce que c'est l'organe qui va permettre d'éduquer les lymphocytes T. Et les lymphocytes T, c'est ceux qui vont ensuite activer les lymphocytes B. Et les lymphocytes B, c'est ceux qui vont produire les anticorps. Donc, en amont, dans cette cascade, les lymphocytes T sont très importants. Et les lymphocytes T, ils sortent de façon très très immature de la moelle osseuse et puis ensuite ils vont aller très vite dans le thymus où là on appelle ça, c'est comme l'école, c'est l'école des lymphocytes T. Et dans ce excusez-moi. Hop. Voilà. Petite étoile, ce sera mieux. En fait, dans ce thymus, les lymphocytes T qui s'appellent thymocytes, quand ils rentrent dans le thymus, on les appelle les thymocytes, ils vont avoir ce qu'on appelle ils vont faire le parcours du combattant, c'est-à-dire que 95% d'entre eux vont être éliminés parce le thymus, les mécanismes qui sont dans le thymus vont juger qu'ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons, ils ne doivent pas passer en périphérie. Alors, ils ne sont pas bons, pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas un antigène particulier, donc en fait, ils ne vont pas être efficaces lors d'une infection pathogène. Ou alors, ils ne sont pas bons parce que justement, ils vont reconnaître un antigène, ce qu'on appelle les antigènes du soi. C'est dans les maladies auto-immunes, en fait, on fait des anticorps contre nos propres protéines, ce qu'on appelle les protéines du soi ou les antigènes du soi. Ça veut dire exactement la même chose. Donc en fait, ce thymus, il a un rôle très très important pour éduquer les lymphocytes T qui vont sortir. Donc normalement, les lymphocytes T autoréactifs, ce qu'on appelle autoréactifs, c'est quand ils sont capables donc, de développer une réaction immune contre une protéine de soi. Et normalement, si tout se passait bien, ils ne devraient pas sortir du thymus. Bon, après, il y a un certain pourcentage de lymphocytes T autoréactifs qui peuvent sortir, mais on a aussi d'autres mécanismes en périphérie pour essayer de contrer cela. Donc le thymus joue un rôle très très important, on va dire, très en amont dans la cascade pour former une réaction immune
et aboutir à la formation des anticorps. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les patients? Et alors là, ça ne concerne que les patients qui ont des anticorps contre le récepteur à l'acétylcholine, puisque le thymus n'est pas anormal chez les patients qui ont des anticorps anti-MuSK. Bon, il a peut-être été, je ne vais pas dire anormal, mais il y a peut-être eu un petit moment, un bug, puisqu'il y a des lymphocytes T autoréactifs contre la protéine MuSK qui sont sortis du thymus, mais le thymus est normal. Donc, ce que je vais vous montrer, ça concerne essentiellement les patients qui ont des anticorps contre le récepteur à l'acétylcholine, et on a deux cas de figure. Comme je vous ai dit, il y avait la myasthénie, la forme jeune de la myasthénie, avant 40-45 ans, celle qui touche majoritairement les femmes. Le thymus va être anormal parce qu'on va retrouver des lymphocytes B dans ce thymus. Alors que je vous ai dit que finalement, le thymus, c'était l'école des lymphocytes T. Et là, on va retrouver de façon normale des lymphocytes B. Sur cette image-là, ce sont les structures là, qui sont colorées en vert. Et il y a un deuxième cas de figure, au-delà de 45-50 ans, lorsqu'on a un thymome, en fait, donc là, le thymome touche de manière équivalente les hommes et les femmes, et on va avoir aussi apparition d'une myasthénie auto-immune. Je vais revenir un petit peu plus en détail, je crois, juste sur la diapositive d'après. Voilà, je vais parler juste un petit peu brièvement des thymomes. Les thymomes, en fait, ce sont des cancers, donc des tumeurs qui touchent les cellules épithéliales du thymus. Et ces cellules épithéliales, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais elles jouent un rôle très très important dans l'éducation des lymphocytes T. Et donc, on va retrouver des tumeurs à différentes zones du thymus, qu'on appelle les zones corticales ou les zones médulaires. Et en fait, ces tumeurs vont perturber l'éducation des lymphocytes T. Donc, ça paraît à peu près évident que si on perturbe l'éducation des lymphocytes T, on va probablement favoriser l'échappement de lymphocytes T autoréactifs. Et donc, c'est très courant de retrouver chez les patients qui ont un thymome différentes maladies auto-immunes. Vous avez des patients qui peuvent avoir une thyroïdite, un lupus, une polymyosite, un vitiligo. Il y a tout un catalogue en fait, de maladies auto-immunes que l'on peut retrouver chez les patients qui ont un thymome. Mais ce qui est très très surprenant, c'est que c'est essentiellement une myasthénie. C'est-à-dire qu'à peu près 30% des patients qui ont un thymome vont faire une myasthénie. Alors que pour les autres maladies auto-immunes, on est sur 1 ou 2%, 2-3%, pas plus. Il y a vraiment un lien privilégié entre thymome et myasthénie auto-immune. Pour la myasthénie, en fait, maintenant, de la forme celle qui touche les personnes plus jeunes, donc avant 40-45 ans, en fait, ce qui va se passer, c'est que le thymus va devenir anormal aussi. Le thymus va devenir très inflammatoire. Donc, on ne sait pas ce qui initie cette inflammation. Nous, on a des travaux de recherche pour essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, il y a une inflammation dans le thymus. Et cette inflammation va en fait entraîner le recrutement de lymphocytes B, qui ne devraient pas se retrouver dans ce thymus. Et ces lymphocytes B vont se retrouver en présence de lymphocytes T, de cellules présentatrices d'antigènes, je vais revenir, et finalement vont s'organiser en ce qu'on appelle des follicules, ou des centres germinatifs, ou des centres clairs. Donc il y a différents noms, c'est la même chose. Mais ces structures, ces centres germinatifs, permettent de monter une réaction immune, donc permettent de stimuler le lymphocyte B, permettent au lymphocyte B de se différencier et de sécréter ensuite des anticorps ou des auto-anticorps. Et là, dans le thymus des patients, on va avoir donc des cellules B autoréactives qui vont être formées, des cellules B qui peuvent produire des anticorps contre le récepteur à l'acétylcholine. Et ces cellules B, elles vont passer en périphérie. Et donc ensuite, les anticorps vont se retrouver en périphérie et attaquer donc le muscle. Une petite parenthèse sur la thymectomie, puisque la thymectomie, c'est un des traitements qui est proposé aux patients, donc notamment aux patients qui ont des anticorps contre le récepteur à l'acétylcholine. Ça fait de très très nombreuses années, et ça fait très longtemps en fait, que la thymectomie est proposée. Alors au début, c'était une approche un peu empirique, on voyait que les patients allaient mieux, mais il n'y avait jamais d'essai clinique qui avait été fait. Donc je vais vous faire un petit retour sur l'essai clinique qui a été fait maintenant et qui prouve vraiment... 5 minutes, Rosane. 5 minutes, oui. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc... je vais vous parler un petit peu de cet essai clinique, mais avant de parler de cet essai clinique, pour les patients qui ont un thymome, en fait, la thymectomie est obligatoire. Vous comprenez bien, pour en fait retirer la tumeur. Les bénéfices, par contre, au niveau des symptômes, on ne sait pas encore si c'est vraiment bénéfique. On n'a pas assez de recul pour savoir si d'enlever le thymus avec sa tumeur va améliorer les patients. Ce n'est pas encore très clair. Par contre, pour les patients donc, qui n'ont pas de thymome, donc, on ne va pas proposer la thymectomie pour les patients qui ont des anticorps anti-MuSK, puisque le thymus n'est pas anormal. Pour les patients LRP4, on n'a pas encore assez de recul, donc on ne propose pas forcément de thymectomie. Pour les patients qui ont une forme très très tardive, comme le thymus, en fait, quand on vieillit, le thymus devient de plus en plus involutif, il n'y en a presque plus de thymus, il est remplacé par de la graisse. Le thymus n'est pas très actif, donc ce n'est pas forcément conseillé, puisque c'est quand même une opération, on ne va peut-être pas prendre de risques. Mais pour les autres patients, en fait, cet essai clinique à comparer, donc pour les patients qui avaient des anticorps anti-RAC, je vais sûrement déborder un petit peu, hein. Je suis désolée.
pour les patients qui ont des anticorps anti-RAC. Ce qu'ils ont comparé, c'est des patients qui avaient un traitement aux corticoïdes, puisqu'il fallait quand même que les patients, qu'il y ait un groupe de patients qui soient traités, et un deuxième groupe de patients traités aux corticoïdes aussi, mais thymectomisés. Et les questions qui se posaient donc, autour de cet essai clinique, est-ce que la thymectomie améliore ses symptômes? Est-ce qu'elle améliore la qualité de vie? Est-ce que les patients peuvent diminuer leur dose de corticoïdes? Et en fait, ce qui a été clairement montré, aussi bien à 3 ans après le début de l'étude qu'à 5 ans, c'est que vraiment il y a une amélioration en fait, des symptômes. En bleu, vous avez les patients qui sont juste sous corticoïdes et en rouge, ceux qui sont traités en plus, qui ont été thymectomisés. Donc on voit bien qu'il y a une amélioration des symptômes et une diminution aussi de la prise de corticoïdes pour ces patients qui ont été thymectomisés. Il faut savoir que la thymectomie ne va pas agir du jour au lendemain, c'est un effet progressif, c'est ce qu'on voit très bien sur ces graphiques au cours du temps. Et de cet essai clinique, en fait, beaucoup de tissus ont été collectés. Le thymus des patients a été collecté et conservé pour de la recherche. Du sang des patients a été prélevé avant la thymectomie et à différents temps au cours de la thymectomie. Et récemment, une étude a montré que finalement, les cellules B, c'est un groupe de recherche aux États-Unis, a étudié les cellules B qui étaient dans le thymus avant la thymectomie, et ensuite les cellules B aussi qui se retrouvaient dans le sang au moment de la thymectomie et tout au long de l'évolution de la maladie après la thymectomie. Et ils ont pu prouver par A plus B, du coup, que les clones autoréactifs, en fait, se formaient dans le thymus et passaient donc en périphérie. Donc que ces clones, on les continuait à les retrouver en périphérie après la thymectomie, mais qu'ils diminuaient petit à petit en même temps que l'amélioration des symptômes. Et pour les patients qui ne se sont pas améliorés, parce qu'il y a des patients qui ne s'améliorent pas avec la thymectomie, ils se sont rendus compte en fait que les clones persistaient. Donc cet essai clinique donc, a plusieurs avantages, donc d'avoir prouvé que la thymectomie, pour une fois, parce que c'était empirique jusqu'à présent, d'avoir vraiment prouvé que c'était efficace. On a toute une collection de tissus maintenant à disposition pour la recherche, et notre équipe, pour nous, on a récupéré du sang de cette étude, et on recherche ce qu'on appelle des biomarqueurs. On recherche des molécules qui sont présentes dans le sang des patients et qui va pouvoir nous dire, eh ben, ce patient, on voit qu'après, il a bien répondu à la myasthénie, il avait cette petite molécule qui était surexprimée ou sous-exprimée dans son sang. Et ce patient qui n'a pas bien répondu, il ne l'avait pas ou il en avait une autre. Donc on va rechercher des molécules qui vont nous permettre de dire au patient, oui, c'est important de vous faire thymectomiser, on a des critères qui disent que vous allez vous améliorer, ou non, ce n'est pas forcément intéressant pour vous de vous faire thymectomiser à cause de ces marqueurs. Donc là, c'est un travail qu'on a en cours dans l'équipe. Et je vais essayer d'aller très vite, en fait, et de répondre à la question qui intéresse les patients, c'est de se dire, mais pourquoi j'ai une myasthénie auto-immune? Et contrairement à une maladie génétique, on va vous dire, c'est parce que vous avez une mutation dans tel gène. Pour la myasthénie auto-immune, c'est difficile de vous donner une réponse parce que c'est une maladie multifactorielle. On va avoir des prédispositions génétiques et épigénétiques. On va avoir des prédispositions féminines, puisque je vous ai dit que finalement, il y avait beaucoup plus de femmes qui sont touchées. Il va y avoir un impact des facteurs de l'environnement et aussi, clairement, un déséquilibre du système immunitaire. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est génétique et épigénétique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait qu'il y a des prédispositions. Alors, ce n'est pas une maladie génétique, mais il y a des prédispositions. Vous pouvez avoir dans vos génomes des petites mutations qui vont juste altérer un petit peu le fonctionnement de vos molécules. Elles sont fonctionnelles, mais peut-être un petit peu moins. Et donc ça donne ce qu'on appelle les prédispositions. Mais ce n'est pas parce qu'on a ces prédispositions qu'on va forcément faire une maladie auto-immune ou un autre type de maladie, un cancer ou autre. Mais il y a cette notion quand même de prédisposition qui s'observe aussi finalement, je ne vais pas dire qui s'observe, mais qui est claire avec les études sur les jumeaux. Les vrais jumeaux qui ont le même ADN, en fait, ont donc plus de risques de faire une maladie auto-immune par rapport à des jumeaux qui n'ont pas le même ADN. Et aussi, cette prédisposition génétique se voit dans les familles. C'est une prédisposition à faire des maladies auto-immunes. Parce que quand on discute un petit peu avec les patients, souvent ils vont me dire « Ah ben moi, ma mère, elle avait une thyroïdite ou elle avait de l'arthrite rhumatoïde. » En fait, il y a quand même des familles avec des prédispositions pour les maladies auto-immunes. Et j'ai fait une petite diapo aussi après pour parler de ce qu'on appelle épigénétique, puisque maintenant, c'est quand même dans la recherche, on parle beaucoup d'épigénétique. Alors, j'ai repris des informations qui sont données par l'INSERM. En fait, qu'est-ce que l'épigénétique? Ce sont des modifications qui ne vont pas influencer, qui n'impliquent pas votre séquence d'ADN. C'est des modifications qui sont réversibles, mais qui peuvent aussi être stables dans le temps et transmissibles de génération en génération. Donc, ces modifications génétiques, elles expliquent qu'un même génome ne va pas s'exprimer de la même manière. Parce qu'en fait, il va y avoir des petits changements au niveau des protéines qui entourent l'ADN et qui vont moduler en fait, l'expression des gènes différemment. Et ces modifications épigéniques, elles peuvent conduire au développement de certaines maladies.
Donc, sans rentrer dans le détail, mais quand on parle de modifications épigénétiques, ce sont des modifications enzymatiques sur des protéines qui vont avoir un rôle important dans l'expression de gènes au niveau de l'ADN, ou alors ce qu'on appelle maintenant des petits... Alors, je ne rentre pas dans le détail puisque je n'ai pas beaucoup de temps, mais si vous voulez, je peux vous en discuter, je suis là de toute façon toute la journée. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits à l'heure actuelle sur ce qu'on appelle des petits ARN non codants. On appelle ça les micro-ARN. Et ces petits ARN non codants, ils vont interférer avec l'expression correcte de protéines. Et en fait, ces petits ARN, on les retrouve dans le sang, dans les cellules, et on peut les doser assez facilement. Donc, on peut les utiliser en tant que biomarqueurs pour aussi suivre finalement certains aspects de la maladie. Et aussi, ils vont moduler l'expression de protéines, donc pourraient moduler aussi la sévérité des symptômes. Donc, je vous ai dit que c'était une maladie multifactorielle. Donc, prédisposition féminine, puisque 75 à 80% des maladies auto-immunes touchent les femmes. Et on sait que probablement les hormones sexuelles féminines jouent un rôle central. Notamment les œstrogènes peuvent moduler le fonctionnement du système immunitaire. Et dans les types, on avait aussi montré que les hormones sexuelles féminines peuvent altérer l'éducation des lymphocytes T dans le thymus et donc favoriser l'échappement de cellules T autoréactives. Maladie multifactorielle avec un impact des facteurs de l'environnement. Déjà, comme j'ai parlé d'épigénétique, en fait, les facteurs de l'environnement peuvent altérer aussi tout ce qui est épigénétique. Mais quand on parle de facteurs environnement, ça va être par exemple des infections. On a des patients qui nous disent « Ah, moi, j'ai l'impression d'avoir développé ma maladie à la suite d'une grosse grippe. » Alors, ce n'est pas forcément la grippe qui va induire la maladie, mais c'est le fait d'avoir déséquilibré son système immunitaire peut-être un petit peu plus qui fait qu'on va basculer dans l'auto-immunité. Donc voilà, les facteurs de l'environnement peuvent influencer le système immunitaire. Il y a certaines molécules pharmacologiques qui peuvent induire aussi une myasthénie, notamment la dépénicillamine ou l'interféron type 1. On parle aussi beaucoup à l'heure actuelle de tout ce qui est perturbateurs endocriniens, qui peuvent aussi influencer le développement de maladies auto-immunes, parce qu'on sait par exemple que les perturbateurs endocriniens peuvent mimer les hormones sexuelles. Donc on va très bien comprendre qu'un perturbateur qui va mimer par exemple une hormone féminine peut favoriser le déclenchement d'une maladie auto-immune. J'ai noté stress, c'est très très général parce que n'importe quel stress peut aussi affecter le système immunitaire. Et j'ai voulu noter aussi la flore intestinale parce qu'il y a énormément de travaux de recherche en fait, qui sont en développement pour étudier l'impact de la flore intestinale sur de nombreuses maladies. C'est important de se rappeler que dans votre flore intestinale, vous avez plus de bactéries que dans votre propre corps, vous n'avez de cellules. Donc cette flore intestinale, elle joue un rôle important pour la digestion, mais aussi elle va en fait moduler le fonctionnement du système immunitaire. Donc beaucoup de travaux de recherche sur cette flore intestinale à l'heure actuelle. Et juste pour finir, il me reste deux petites diapositives. J'ai voulu parler des déséquilibres du système immunitaire. J'aurais peut-être dû commencer par cette diapositive, mais en fait, sur cette diapo, j'ai essayé de simplifier au maximum qu'est-ce qu'on entend par une réaction immunitaire pour vous montrer que dans la myasthénie, on va avoir des déséquilibres à différents niveaux de la réaction immunitaire qu'on va monter pour produire des anticorps. Donc normalement, quand votre organisme est affecté par un agent pathogène, vous avez des cellules qui vont le capturer, le découper en petits morceaux, on appelle ça les cellules présentatrices d'antigènes, et elles vont présenter ces petits morceaux à des lymphocytes T naïfs. Donc c'est des lymphocytes T qui sortent du thymus. En fonction du petit morceau de l'antigène qu'elles vont présenter, vous allez avoir ces lymphocytes T qui vont se différencier, il y a différents sous-types. Par exemple, les TH2 vont plus se différencier quand c'est une réponse allergique. Et par exemple, les TH17, je vais en parler après, vont plus se différencier quand c'est une réaction auto-immune. Et donc, vous allez avoir une prolifération de ces lymphocytes T qui vont ensuite activer des lymphocytes B naïfs. Ces lymphocytes B vont se différencier de façon très spécifique en ce qu'on appelle le plasmocyte, c'est la cellule qui va produire les anticorps. Dans cette réaction, vous avez aussi en même temps quand même les lymphocytes T qui vont se différencier pour devenir des lymphocytes, ce qu'on appelle T-régulateurs, et qui vont intervenir une fois que la réponse immunitaire a été montée, que l'infection s'en est débarrassée. Il faut calmer le système, justement, pour ne pas avoir une maladie chronique. Donc les cellules T régulatrices jouent un rôle important. Et les cellules B aussi, elles peuvent se différencier en cellules B régulatrices et elles vont avoir aussi un rôle important à différents niveaux, en sécrétant des petites cytokines, des petites molécules pour calmer le système immunitaire. Et donc chez les patients myasthéniques, mais je dirais dans toutes les maladies auto-immunes, hein, ça c'est vraiment pour toutes les maladies auto-immunes, il y a plein d'endroits que j'ai cochés où on va avoir des défauts. Déjà, finalement, pourquoi à un moment donné, une cellule présentatrice d'antigènes va capter une molécule du soi et la présenter? C'est peut-être un moment, normalement, en fait, on ne devrait pas avoir ce genre de présentation. Pourquoi ce lymphocyte T reconnaît cet antigène du soi? Normalement, le thymus aurait dû jouer son rôle, on ne devrait pas avoir de lymphocyte T autoréactif, donc il y a un problème à ce niveau-là. Le fait qu'on ait une réaction qui implique un antigène du soi, on va activer essentiellement la différenciation des cellules, ce qu'on appelle les TH17, qui sont très pathogènes.
Et donc, là aussi, on peut cocher que c'est anormal comme réponse. On va aussi avoir une activation, une augmentation des TH folliculaires qui jouent un rôle important pour activer les lymphocytes B et leur permettre de se différencier ensuite en plasmocytes. Et ça va conduire finalement à la formation d'anticorps, donc de lymphocytes B et de lymphocytes B producteurs d'anticorps. Et il y a un autre défaut dans le système immunitaire, c'est que les lymphocytes T régulateurs sont déficients. Ils ne vont pas être capables de calmer correctement cette réponse immune qui s'est montée. Et les lymphocytes B régulateurs sont aussi déficients et aussi en moindre nombre chez les patients myasthéniques. Donc à différents niveaux, c'est ma dernière diapo, oui. À différents niveaux, vous avez des défauts du fonctionnement du système immunitaire. Et j'ai juste voulu mettre... Ah non, ce n'est pas ma dernière diapo, mais ce n'est pas très grave, je vais aller très vite. J'ai voulu juste mettre qu'avec les différentes approches thérapeutiques, en fait, on va cibler différents compartiments ou différentes étapes de cette réaction immunitaire. Par exemple, avec des anticorps anticompléments, on va juste agir en aval et on va empêcher les anticorps de dégrader le récepteur. Si on prend des corticoïdes, ça va normaliser un petit peu tout le système immunitaire. Et l'idéal, ce serait finalement d'avoir des approches thérapeutiques qui permettent de normaliser tout le système immunitaire, parce qu'il y a des défauts à différentes étapes, ou alors de pouvoir agir le plus possible en amont. Et juste pour indication, nous, dans l'équipe, en fait, on travaille sur des modèles précliniques et on s'intéresse justement aux cellules TH17 et on s'intéresse aussi à des cellules souches mésenchymateuses qui peuvent calmer tout le système immunitaire. Et donc, très, très rapidement, je ne rentre pas dans les détails, mais je pourrais revenir après si vous voulez. En fait, on travaille sur des souris. On leur induit une myasthénie et on vient traiter ces souris avec différentes molécules. Et là, en fait, on a montré que des molécules ce sont des anticorps qui bloquent une molécule qui s'appelle IL-23 et qui empêche la différenciation des TH17. Quand on injecte ces anticorps aux souris, on voit que par rapport à des souris donc, qui n'ont pas été injectées par cet anticorps, on a une amélioration chez les souris qui sont en vert, là, des symptômes. Et cet anticorps agit à la fois sur les symptômes, au niveau du thymus, au niveau de la production des anticorps. Et une autre approche thérapeutique, donc là sur les cellules souches mésenchymateuses, ce sont des cellules qui sont déjà utilisées dans différents essais cliniques, avec plus ou moins de succès. Et dans l'équipe, on s'est intéressé à essayer d'optimiser le fonctionnement de ces cellules souches mésenchymateuses en les conditionnant. Je ne rentre pas dans le détail du conditionnement. Et on s'est rendu compte qu'en les injectant à des souris, finalement, nos cellules souches mésenchymateuses conditionnées, celles qui sont en rose, qu'on a injectées aux souris, sont capables d'inhiber ou de ralentir très très fortement l'apparition des symptômes par rapport aux souris en noir, là, qui n'ont pas été traitées, ou en verte, celles qui sont traitées avec les cellules souches mésenchymateuses classiques. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Désolée. Alors, on aura la séance de questions-réponses à la fin des 3 interventions. Donc, on va enchaîner tout de suite avec le docteur Guilhem Solé, qui a commencé donc à se présenter tout à l'heure. Donc, je vous rappelle qu'il est neurologue et responsable d'unité dans le centre de référence maladies neuromusculaires au CHU de Bordeaux et qui, lui, va vous parler plus de la prise en charge et des nouveaux traitements dans la myasthénie. Bonjour à tous. On m'a présenté. Je tiens à vous remercier, puis je tiens à remercier ma collègue qui a passé avant moi parce qu'elle va me simplifier le travail puisqu'elle vous a déjà parlé des mécanismes physiopathologiques, c'est-à-dire des mécanismes d'action des anticorps. Et donc ça devrait me simplifier la vie pour vous présenter les nouveaux médicaments qui vont donc agir sur ces fameux anticorps. Et je suis très content donc aussi d'être dans cette journée avec vous et à votre disposition pour répondre aux questions à la fin de la présentation. Donc, qui va arriver. Oui, qui arrive. Non, je crois que c'est tout simplement une histoire de transfert de présentation de mon collègue qui doit être juste après, donc ça va très bientôt arriver. Quand on m'a proposé de vous faire le traitement de la myasthénie, je me suis dit comment est-ce que je fais pour faire que ce soit supportable pour tout le monde, à la fois pour ceux qui ont déjà des connaissances sur les traitements de la myasthénie et ceux qui n'en ont pas du tout. Et parce que j'avais peur d'être un peu redondant pour ceux qui les connaissaient déjà et que les autres n'aient pas toutes les infos. Alors du coup, je me suis dit que ça intéresserait tout le monde de savoir comment au fil du temps ça a été diagnostiqué et pris en charge la myasthénie, pour vous parler bien sûr des essais thérapeutiques après. Alors comment c'était pris en charge la myasthénie autrefois? Donc la première description par un médecin d'un patient myasthénique, c'est au XVIIe siècle, c'est Willis.
Et vous voyez, il décrit des personnes qui le matin sont capables de marcher fermement, lever les bras, soulever des objets lourds, et qui avant midi voient leur stock d'élan vital s'épuiser et ne peuvent bouger ni les mains ni les pieds. Et alors, ce médecin, donc, on n'avait vraiment pas beaucoup de connaissances à l'époque, hein, on ne savait pas trop à quoi servait le système nerveux, le cœur, on ne savait pas trop, hein, enfin, vraiment c'était impressionnant, parce qu'en plus il a une hypothèse de mécanisme d'action en disant il y a une substance dans le sang qui est présente et qui rejoint les fibres du mouvement et les empêche de fonctionner. Et donc c'est la description dès ce moment-là de l'anticorps antirécepteur de l'acétylcholine. On voit quelqu'un qui avait vraiment un élément de préscience. Alors qu'est-ce qu'il propose comme traitement là, notre ami Willis? Il propose rien du tout, la boîte noire. Hein, à l'époque, au XVIIe siècle, il n'y avait pas de traitement spécifique de la myasthénie. Deuxième description dans la littérature, alors je suis désolé, ça a un peu bugué là, c'est la fin du 19e siècle, la moitié du 19e siècle, un médecin français, Erard, et donc vous voyez qui décrit le cas d'une dame. Le premier symptôme observé a été une fatigue éprouvée après une lecture faite à haute voix, fatigue accompagnée d'un sentiment de strangulation au niveau du larynx. Presque en même temps, la déglutition devenait difficile et la parole légèrement embarrassée. Vous reconnaissez là, pour les patients qui ont des myasthénies avec des symptômes qu'on dit bulbaires, vous reconnaissez vraiment votre maladie. Donc vraiment, il décrit les symptômes bulbaires, l'atteinte des muscles qui font bouger les yeux. Il parle des fluctuations, j'en parle un petit peu après. Et en plus, cette patiente a une maladie de la thyroïde qui est associée, ce qui est très fréquent chez les patients qui ont des myasthénies. Donc c'est sûr que ça, c'était une description de myasthénie. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme traitement là, notre deuxième ami, le docteur Erard? Eh bien, le docteur Erard, il propose les électrochocs. Bon, c'était l'époque. Hein, c'était l'époque où on proposait beaucoup de choses et on ne savait pas trop faire la différence entre les maladies qui étaient liées à des anticorps ou des choses comme ça et des maladies qui étaient liées plutôt au psychisme. Et les deux étaient un petit peu reliés à l'époque. Alors après, vous avez plein de personnes qui sont intervenues, qui ont décrit des choses, hein, en particulier Herbert Goldfam, je ne vais pas y arriver, qui, à l'étranger, en particulier dans les pays germaniques, hein, la myasthénie s'appelle le syndrome d'Herbert-Goldfam. Et puis il y a surtout à la fin du 19e siècle, Joly, qui est le premier à parler de myasthénia gravis, qui est le nom le plus couramment utilisé pour cette maladie-là. Alors, et là, qu'est-ce qu'ils proposent, tous ces médecins-là, comme traitement? Des choses qu'on ne vous fait plus trop. Hein. L'électrification, comme tout à l'heure, la strychnine, le mercure, l'arsenic, le potassium, le fer, la quinine. Bon, je ne sais pas si les patients ils avaient survécu à tous ces traitements-là, mais enfin, on a un petit peu progressé là aussi. Alors, très important, les années 30, Mary Walker, qui est un médecin anglais qui travaillait dans l'équipe de Denny Brown. C'est vraiment, pour les neurologues, ça fait partie des personnes remarquables. Hein. Donc Denny Brown qui avait fait l'analogie entre la myasthénie et l'intoxication au curare. Les curares, ça agit aussi sur la jonction neuromusculaire. Et on savait, à l'époque, que la physiostigmine, qui est un médicament assez proche, on va dire, du mestinon, était utilisable dans l'intoxication au curare. Et donc du coup, Mary Walker, elle s'est dit, tiens, on va essayer d'utiliser ces médicaments-là chez des gens qui ont des syndromes myasthéniques. Et là, vous voyez la publication initiale. Alors, il y a même une vidéo sur Internet. Je n'avais pas le temps de vous la montrer. Vous voyez une dame qui a le ptosis. Alors, on lui injecte la physiostigmine. Alors sur la vidéo, vous regarderez, vous verrez que les outils de l'époque pour les injections, ça fait un peu peur. et vous voyez une amélioration nette de son ptosis, de sa chute de la paupière. En fait, donc on attribue ça à Mary Walker, mais il y avait des gens qui avaient déjà proposé l'utilisation de ce type de médicaments auparavant. Les années avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le début de la chirurgie. Alors ma collègue vous a présenté les travaux qui ont montré que la chirurgie était efficace, mais les premiers qui ont proposé la chirurgie du thymus dans la myasthénie, c'est des médecins suisses, tout simplement parce qu'ils étaient habitués en Suisse, on manque d'iode, et on manquait d'iode plutôt à l'époque, et quand on manque d'iode, on peut avoir des pathologies de la thyroïde avec un goitre. Et donc ils étaient très habitués à opérer cette région-là de la thyroïde, et donc ils sont allés juste en dessous pour aller essayer d'opérer le thymus. Et sur les 3 premiers patients qu'ils avaient opérés, il y en a 2 qui sont décédés. Parce que forcément, quand on a une myasthénie, on peut avoir des décompensations de la maladie lors de chirurgie, et donc comme on ne maîtrisait pas encore la maladie, forcément on pouvait avoir du dégât lors des chirurgies. Et après, vous avez plein d'autres équipes, en particulier il y a eu l'équipe de Baltimore et les équipes de Londres et de la Mayo Clinic aux États-Unis,
qui ont progressivement décrit les techniques chirurgicales, qui ont montré les patients chez lesquels il fallait mieux proposer cette indication, là en particulier les patients jeunes, et qui ont montré que cette chirurgie avait un intérêt, jusqu'à ce qu'on le montre maintenant avec les essais contrôlés. Alors, on va passer maintenant la Deuxième Guerre mondiale et on va arriver sur la prise en charge moderne. Donc on a vu un petit peu la thymectomie, on a vu les médicaments de la classe du Mestinon, hein, qui sont ces médicaments qui améliorent les symptômes et qui ne guérissent pas de la maladie. Et en fait, ce qui a d'abord amélioré la prise en charge et la diminution de la mortalité de la maladie, c'est la prise en charge en réanimation. En effet, probablement plusieurs d'entre vous ont déjà été hospitalisés en réanimation quand on a des gros problèmes de déglutition, quand on a des gros problèmes respiratoires. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de réanimation. Donc, quand il n'y a pas de réanimation et qu'on ne respire plus, on meurt. Et donc, quand il y a des gros troubles de la déglutition et qu'on ne fait rien, le risque, c'est qu'on ait une pneumopathie, donc une infection du poumon qui est en lien avec ces problèmes de déglutition et qu'on en meurt, d'autant plus qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc, la prise en charge réanimatoire, hein, ça fait passer la mortalité des années 40 de 40% à 5% dans les années 70. Alors maintenant, on est largement en dessous des 5% avec nos thérapeutiques. Deuxième type de médicament qui a été très développé après la Deuxième Guerre mondiale, la corticothérapie. Là, je pense que la grande majorité d'entre vous ont eu au moins une période dans leur vie où il y a eu de la cortisone qui a été mise en place. Et en fait, initialement, c'était très controversé parce qu'on utilisait la corticothérapie en traitement de la crise myasthénique, enfin de l'exacerbation, de la poussée, entre guillemets. Et en fait, on sait maintenant que chez les gens qui sont en poussée, la cortisone peut aggraver un petit peu la poussée, en particulier chez les gens qui ont des problèmes de déglutition. Et donc, initialement, comme c'était utilisé un traitement de poussée, qu'il y avait des patients qui s'aggravaient, il y avait une grosse discussion entre médecins pour savoir si vraiment ça avait un intérêt ou pas. Puis progressivement, on s'est aperçu que ça avait un intérêt, non pas en traitement de la poussée, ça peut être le cas chez certaines personnes, mais beaucoup plus en traitement de fond, en traitement chronique, pour aller casser la maladie. Et après, les autres médicaments que vous connaissez aussi, c'est les immunosuppresseurs. Alors là, j'ai mis leur petit nom simplifié. Azathioprine, c'est pour l'Immurel. MFM, c'est le Cellcept. CS, c'est la cyclosporine. Là, vous voyez la première description. C'était un patient, donc vous voyez l'échelle de temps. Vous voyez, dans les années 60. R, c'était les barres noires, c'est le temps qu'il passait chaque année en hospitalisation. Et quand il y a un R en plus, c'est qu'il était en réanimation. Vous voyez que là, on l'avait. Alors, c'est un article en allemand, hein, donc là, il était sous inhibiteur de l'acétylcholinestérase sur l'équivalent du Mestinon. Et vous voyez qu'à partir du moment où il est mis sous Immurel, ce patient, il n'est plus hospitalisé. On lui arrête son Immurel, il retourne en réanimation. On lui reprend son Immurel, il arrête. Bon, c'est un patient qui répond particulièrement bien à l'Immurel. Hein. Mais c'est simplement pour vous dire que, voilà, après les années 60-70, on a développé tous ces médicaments-là progressivement, donc Immurel, Cellcept, cyclosporine, tacrolimus, etc. Les années 70, c'est le développement des échanges plasmatiques. Donc là, c'est utilisé en cas de crise. Le principe, pour simplifier grandement l'échange plasmatique, hein, c'est de diminuer la présence des anticorps dans le sang. Ça ne fait pas que ça, hein, l'échange plasmatique, mais on épure le sang, on enlève les anticorps. Comme on enlève les anticorps, ils n'attaquent plus la jonction entre le nerf et le muscle, et donc le patient va mieux. Donc, première description, c'est cet article de 1977. Et vous voyez, avant c'était le dosage de, on va dire, le Mestinon, hein, pour simplifier tous les jours. Avant les échanges plasmatiques, hein, vous voyez les chiffres, hein, il suffit de voir que les chiffres après les échanges plasmatiques diminuent fortement. Mais comme vous le savez, l'échange plasmatique, il ne fait que mettre un couvercle sur la marmite, hein, il fait qu'enlever les anticorps temporairement, et comme votre système immunitaire continue à produire des anticorps, à ce moment-là, malheureusement, l'effet ne dure pas dans le temps et la maladie revient. Même chose pour les immunoglobulines. Là, donc, les immunoglobulines, c'est à 10 ans à peu près, c'est 10 ans à peu près après les échanges plasmatiques. Là, c'est le premier papier de l'équipe de Paris, hein, Gage-Dos. C'est le score, hein, vous voyez, c'est le score myasthénique, hein, celui que vous connaissez, tendez les bras pendant 2 minutes, là, les jambes, etc. Et donc, vous voyez des patients qui, après, quand on les a mis sous échange plasmatique, voient leur score passer de 22 à 59. Alors 17, celui-là, il est décédé malheureusement. De 58 à 94, de 48 à 74, de 26 à 82. Et puis après, il y a eu des essais contrôlés, c'est-à-dire des essais où on étudie les immunoglobulines contre du placebo.
Et plus on va vers le bas, mieux on va, hein, improvement. Et là, vous voyez les patients qui, sur les différentes échelles, je ne vais pas rentrer dans le détail, s'améliorent après les cures d'immunoglobuline. Donc, vraiment une grande révolution après la Seconde Guerre mondiale, dans les 40 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, vraiment le développement du traitement qu'on va appeler moderne, mais pas du futur, de la myasthénie. Donc, les immunoglobulines en traitement de la crise. Juste pour vous dire, on peut utiliser une autre modalité pour les immunoglobulines. Donc, habituellement, on les utilise par voie intraveineuse. On peut aussi les utiliser par voie sous-cutanée, donc ça c'est des perfusions qu'on fait de façon plus régulière, mais en petite quantité, juste sous la peau, au niveau du ventre. Et là, c'est un travail qu'on avait fait dans le service. Alors, c'est les gens qui avaient des myasthénies qui n'étaient pas des myasthénies sympas, hein, puisque vous voyez, on a compté leur nombre de jours en réanimation par mois, on a compté leur intubation, le nombre de jours d'intubation. Donc, vous voyez, c'est des gens qui avaient quand même des myasthénies bien sévères. Et à partir, ça, c'est la période avant qu'on les mette sous immunoglobulines sous la peau. Donc, il y a un certain nombre de patients qui passent du temps en réanimation. Et vous voyez, les patients après ne vont plus en réanimation et ne sont plus intubés. Donc l'idée, avec les immunoglobulines sous-cutanées, c'est d'avoir une couverture un peu permanente chez les patients qui fluctuent beaucoup, hein, puisqu'il y a certains d'entre vous qui ont des fluctuations très importantes. Et puis dès qu'on est sur la fin de l'efficacité des immunoglobulines, ça aggrave très très rapidement en quelques jours. Et ça permet d'éviter ces aggravations aiguës. Bon, c'est pas simplement pour dire que c'est possible, que ça existe. Donc voilà, hein, en résumé, la cortisone, les immunosuppresseurs, la thymectomie, les échanges plasmatiques et les immunoglobulines, associés bien sûr au traitement par myastine. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant se dire qu'on va améliorer encore plus la situation? Alors, ma collègue, c'est là qu'elle m'a facilité le travail. Hein. C'est le même schéma que celui que vous avez peut-être l'habitude de voir. Ici, vous avez le nerf, ici, vous avez le muscle. Quand il y a un potentiel d'action de l'électricité qui arrive le long du nerf, ça va ouvrir les petites vésicules qui vont libérer l'acétylcholine, qui est le transmetteur chimique, qui va se fixer sur son récepteur, et hop, il y a un courant électrique qui repart. Les anticorps, ils agissent selon trois modalités. Soit ils peuvent être en compétition avec l'acétylcholine. Vous avez plus d'anticorps que d'acétylcholine, à ce moment-là, la jonction est bloquée parce qu'ils vont bloquer tous les récepteurs. Si vous augmentez l'acétylcholine, ben, il y aura plus d'acétylcholine par rapport à l'anticorps, ça va prendre sa place et du coup, vous allez avoir moins de symptômes. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement du messinong de la mitélase qui va augmenter la quantité d'acétylcholine dans la jonction. Mais les anticorps, ils ne marchent pas que comme ça. C'est pour ça que, malheureusement, souvent le messinong n'est pas suffisant. Deuxième mécanisme, c'est quand l'anticorps il se fixe sur son récepteur, là, sur le récepteur, la cellule, elle n'aime pas du tout ça. Elle déteste ça, avoir un anticorps qui est fixé dessus. Et comment est-ce qu'elle va réagir? Elle va réagir en faisant rentrer cet anticorps pour le détruire. Elle rentre à l'intérieur de la cellule, sauf que quand elle rentre l'anticorps, elle embarque en même temps le récepteur. Et donc du coup, au fur et à mesure que les anticorps se fixent sur le récepteur, la cellule va absorber les récepteurs, les détruire, et au bout d'un certain temps, il y aura une diminution de la quantité de récepteurs. Et donc, du coup, s'il y a une diminution de la quantité de récepteurs, eh bien, l'influx électrique, il passe moins bien. Vous comprenez bien que là, si on peut vous monter le messinong autant qu'on veut, qu'il n'y a plus de récepteurs sur lesquels se fixe l'acétylcholine, eh bien, il n'y a toujours pas de récepteurs, donc il n'y a toujours pas d'influx électrique. C'est pour ça que parfois, vous ressentez des moments où le messinong, on l'augmente, et puis là, ça ne sert plus à rien. Quand on continue d'augmenter, à part vous filer des effets secondaires, ça fait rien de particulier. Troisième mécanisme, dont a parlé ma collègue aussi, c'est le complément. Le complément, c'est le bazooka. Hein, pour simplifier, il y a certains anticorps qui vont fixer ce qu'on appelle le complément. Le complément, ça fait comme un bazooka, ça va faire un trou dans la paroi de la cellule. Ça va détruire la cellule. Donc là aussi, vous comprenez bien que si on fait des trous au bazooka dans la jonction neuromusculaire, ben, il n'y aura plus de récepteurs, il n'y aura plus rien en fait. Et donc du coup, on va se retrouver avec une transmission électrique qui s'arrête. Donc voilà les trois grands mécanismes par lesquels vont agir les anticorps. J'ai passé du temps dessus parce que les traitements, ils vont partir on a réfléchi à partir de ça.
Donc là du coup, je n'ai pas besoin de revenir du tout. Hein. L'histoire, hein, il se passe quelque chose dans le thymus. Dans le thymus, il va y avoir des lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est les généraux, hein, qui vont être déréglés. Et les généraux, du coup, s'ils sont déréglés, ils vont envoyer des ordres qui ne sont pas les bons. Et les ordres, dans le système immunitaire, ça passe par des molécules qu'on appelle les interleukines. Il y en a une en particulier, l'IL-6, mais il y en a plein d'autres qui sont impliquées. Et donc les lymphocytes T, qui sont les généraux, ils envoient des mauvais ordres aux lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est les bombardiers. Hein, c'est comme un bombardier dans l'armée, c'est eux qui produisent des anticorps. Donc ils surveillent, ils partent et ils vont balancer leurs anticorps sur la jonction neuromusculaire. Et donc après, une fois que les anticorps sont produits, je vous ai expliqué les 3 mécanismes d'action principaux. OK ? Donc, du coup, on passe. Je n'ai pas besoin de détailler. Donc, les cibles thérapeutiques qu'on va avoir, c'est premièrement diminuer la production des anticorps, donc attaquer les bombardiers, donc attaquer les lymphocytes B. Deuxième cible, c'est diminuer les anticorps, diminuer leur taux, donc les détruire en fait. Donc là, c'est la défense antiaérienne, les missiles solaires. Ensuite, empêcher le complément d'agir. Donc là, on va agir très loin. Donc là, on va attaquer le bazooka. Enfin, dernière partie, on va essayer de limiter l'activation des lymphocytes. On va surtout éviter qu'ils envoient les mauvais messages. Et donc là, on va essayer de crypter les messages et d'empêcher qu'ils envoient les mauvais messages avec les services secrets. Allez, diminuer les anticorps. Donc on va attaquer les bombardiers. On va attaquer les bombardiers qui sont les lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est ceux qui produisent naturellement les anticorps. Sur leur paroi, il y a un marqueur spécifique qui s'appelle CD20. Le nom, on s'en fout un petit peu. Hein, et ce marqueur, on s'en sert parce qu'on va utiliser un autre anticorps qui s'appelle le rituximab. Vous avez déjà entendu parler de ce médicament, qui va se fixer sur ce CD20. Et comme il va se fixer sur le CD20, le système immunitaire va détruire lui-même les lymphocytes B. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser quelque chose qui va être un marqueur spécifique du lymphocyte B, des avions, là, des bombardiers, et qui va les détruire. Alors, le problème du rituximab, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études dans la littérature médicale qui en prouvent l'efficacité de façon certaine. Une efficacité, pour être prouvée de façon certaine, c'est des essais où on prend un groupe de gens à qui on donne le médicament, un groupe de gens à qui on donne un placebo, on prend au hasard, on attribue au hasard le traitement ou le placebo, et au bout d'un an, on regarde comment ils vont. Ça n'a pas été fait correctement dans le rituximab, et donc du coup, on n'a pas de papier qui le prouve certainement. Par contre, on a de la littérature qui nous fait dire que c'est efficace, et puis certains d'entre vous l'ont eu, le rituximab, et pourront témoigner que c'est efficace. Donc là, vous voyez, c'est l'équipe de mes collègues de Nantes qui avait fait ce travail-là. Vous voyez, chaque ligne, là, c'est, avec le temps, c'est le score myasthénique d'un patient. Et donc, vous voyez, avec le temps, l'amélioration, la remontée progressive du score myasthénique. Ils avaient étudié aussi la dose de corticoïdes, la dose de cortisone qui était utilisée par les patients. Donc là, vous voyez qu'il y avait des patients qui avaient des doses très élevées. Et vous voyez qu'avec le temps, la dose de cortisone peut diminuer. Donc, ce n'est pas un essai contre placebo, hein, c'est simplement, on a regardé des gens, on avait donné du rituximab et on a regardé comment ils ont évolué dans le temps. Peut-être que leur maladie, elle s'est améliorée spontanément, ça on ne peut pas le dire. Mais on a quand même des arguments pour dire que le rituximab, ça marche probablement. Alors la question, c'est que du coup, comme on n'a pas eu d'études, c'est difficile de savoir comment il faut le positionner. Il y a une forme de myasthénie dans laquelle on est certain que le rituximab, ça marche très bien. C'est la fameuse myasthénie anticorps anti-MuSK. Et donc là, pareil, il n'y a pas eu d'essai, hein, mais c'est comme un essai. Là, c'est le risque, pour simplifier, c'est le risque d'avoir une aggravation. Et donc vous voyez que les patients qui n'ont pas reçu le rituximab, qui sont là en bleu, là vous avez les patients qui ont reçu le rituximab, on voit qu'avec le temps, le risque qu'ils aient une aggravation de leur myasthénie diminue. Donc c'est vraiment les anti-MuSK, c'est vraiment la meilleure indication. Et puis toutes les maladies à anticorps anti-IgG4, donc comme les anti-MuSK, sont des maladies qui répondent très bien au rituximab. Après, il y a des collègues, là c'est des Norvégiens, qui se sont posé la question, est-ce qu'il vaut mieux utiliser le rituximab d'emblée, sans attendre, ou est-ce qu'il faut attendre d'utiliser les médicaments immunosuppresseurs classiques?
Alors on est toujours dans un essai qui n'est pas quelque chose de contrôlé, donc c'est des données où il y a plein de biais, ce n'est pas des données certaines que je vous donne, hein. Mais c'est les données qu'on a, c'est avec ça qu'on travaille. Et là, vous voyez, c'est exactement la même courbe que l'autre courbe, sauf qu'elle est dans l'autre sens, hein. C'est pour simplifier le truc, un coup c'est vers le haut, un coup vers le bas. Donc plus vous allez vers le haut, plus le médicament est efficace. Et vous voyez que les gens qui ont new onset, ça veut dire les patients qui avaient le rituximab avant 6 mois, eh bien, ils allaient mieux que les patients pour lesquels on avait donné le rituximab après 6 mois, après leur avoir donné un autre immunosuppresseur. Donc ça fait dire qu'en tout cas, sans être certain que ce soit mieux de le donner tôt, parce que cette étude, elle ne permet pas de dire ça, pour des raisons que je ne vais pas vous dire aujourd'hui, en tout cas, ça nous fait dire que le donner tôt, ça peut avoir un intérêt. Et après, un dernier diapo sur le rituximab, c'était simplement pour dire que dans ce travail-là, il avait été montré qu'il n'y avait pas de différence entre donner du rituximab à des gens jeunes et donner du rituximab à des gens âgés. Alors, après, quelle sécurité? Parce que c'est un médicament, donc on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, on n'a pas de travaux qui nous donnent avec certitude si il peut être utilisable. Alors, est-ce qu'on est au moins certain que ça ne donne pas trop de problèmes? Alors, dans la myasthénie, on n'a pas d'études, hein, tout de suite. Par contre, on a des études dans d'autres maladies beaucoup plus fréquentes que la myasthénie. Donc là, c'est une étude dans la sclérose en plaques qui regardait le risque de cancer après avoir eu du rituximab. C'est des gens qui n'ont été pas suivis extrêmement longtemps, hein, donc ça a été 2,3 ans après le rituximab. Et ce qu'on peut voir dans ce schéma, je ne vais pas détailler, je n'ai pas le temps, c'est que le rituximab ne donne pas plus de risque de cancer, à 2 ans en tout cas, que la population générale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus de cancer chez les gens sous rituximab qu'en population générale. Et une autre publication dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc là, c'est un essai thérapeutique. Là, par contre, il y avait des gens qui avaient le traitement, des gens qui n'avaient pas le traitement, et ils les ont suivis très longtemps, parce que vous pouvez voir, hein, il y a 4000 patients, dont 1246 ont été suivis entre 5 et 11 ans. Donc là, on commence à avoir du recul, en plus à long terme. Et pareil, je ne vous détaille pas le truc, mais en tout cas, il n'y avait pas plus là, c'était surtout les infections qui avaient été regardées. Il n'y a pas plus de risque d'infection, et il n'y a pas plus de risque d'infection grave après l'utilisation du rituximab, donc avec un suivi qui est prolongé. Alors, en population générale, c'est pas tout à fait vrai si on a reçu beaucoup d'immunosuppresseurs et des choses comme ça, mais en tout cas, ça fait dire que c'est plutôt un médicament plutôt sûr. Donc, là, on a détruit les bombardiers, d'accord? Là, deuxième mécanisme qu'on peut utiliser, c'est détruire les anticorps, c'est essayer de détruire les missiles que lancent nos bombardiers avant qu'ils touchent le sol et avant qu'ils détruisent les choses. Donc on va utiliser ça, je vous ai marqué le nom parce que vous allez en entendre parler, c'est les anti-FcRn. Alors FcRn, c'est un truc qui veut dire récepteur néonatal au fragment constant des immunoglobulines. Bon, on oublie. Ça sert à protéger les anticorps pour qu'ils ne soient pas détruits par l'organisme, pour qu'ils durent plus longtemps. Donc si vous utilisez quelque chose qui va attaquer le mécanisme de protection des anticorps, mais du coup les anticorps seront plus protégés. S'ils sont plus protégés, y compris les anticorps anti-RAC, s'ils sont plus protégés, leur taux va diminuer. S'il y en a moins, on va aller mieux, pour simplifier. Donc il y a 2 molécules principales qui ont des noms imprononçables, F-cartigimod et rosanolixizumab. Je me suis entraîné pour y arriver. Bon, ça prouve que ça permet de diminuer le taux d'anticorps. Ça, c'est simplement, il y a beaucoup de choses dans cette diapositive. Simplement, c'était pour vous montrer que c'est des traitements qu'on fait, en tout cas pour l'F-cartigimod, c'était 1 fois par semaine. On faisait 4 injections, donc sur un mois. Puis après, on attendait pour voir si les gens se réaggravaient, puisque c'est quelque chose qui fait que diminuer le taux d'anticorps, la production continue, hein, avec ces médicaments-là. Et en fait, on voit les gens se réaggraver. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc là, vous avez le score qui s'appelle le score MGADL, vous le connaissez peut-être, c'est celui où on vous demande est-ce que vous avez eu la chute de la paupière dans la semaine qui précède, est-ce qu'elle a duré toute la journée ou pas toute la journée, est-ce que vous avez des problèmes de déglutition, est-ce que c'est des scores d'interrogatoire. Et là, vous avez un score qui s'appelle le QMG, qui est un peu comme le score myasthénique, en encore plus long à faire, et encore plus pénible. Ce qu'on voit,
hein. Donc là, on reçoit une première injection, deuxième injection, troisième injection, quatrième injection, et à partir de là, les patients ne reçoivent plus d'injection. Donc ce qu'on voit clairement dans les deux cas, on voit que la courbe descend, les deux scores diminuent, donc les patients vont mieux, et à partir du moment où on arrête le traitement, eh bien, la maladie va moins bien. Donc on est plutôt sur des médicaments assez proches, si on réfléchit, des échanges plasmatiques, en particulier des échanges plasmatiques et des immunoglobulines. Hein, on va calmer la maladie assez rapidement et assez brutalement, ça va aller bien mieux, mais par contre, si on ne continue pas le traitement, eh bien, la maladie elle repart derrière, tout simplement parce qu'on a détruit les missiles, hein, mais par contre, les bombardiers, on ne les a pas détruits. Hein, donc du coup, ils peuvent toujours balancer des armes une fois que le médicament s'en va du corps. Donc ça, c'était avec l'essai pour l'efgartigimod. C'est la même chose, pour simplifier, avec le rosanolixizumab, rosimab, hein, pour les intimes. Donc c'est simplement pour vous dire qu'il y avait à peu près la même chose, qu'en termes d'effets secondaires, on est sur des médicaments bien tolérés, avec simplement en particulier un risque d'infection. On fait diminuer le taux d'anticorps généraux, hein, celui anti-RAC, mais les autres aussi. Et donc il y a un risque d'infection qui est un peu plus important, 46% chez les gens qui avaient le traitement par rapport à 37% dans le groupe placebo, mais pas d'effets secondaires très importants. Après, je vous ai dit, on peut aller s'attaquer au bazooka, hein, puisque les anticorps, ça fait activer le complément, et le complément, c'est un bazooka. Donc c'est cette partie-là. Donc on va essayer de protéger la jonction neuromusculaire de cette attaque au bazooka. Donc là, il y a plein de médicaments qui sont en cours de développement. Le plus ancien, c'est l'éculizumab. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu ce médicament-là. C'est 4 injections, enfin c'est une dose de charge, 4 injections rapprochées, puis après, les injections, c'est tous les 15 jours. Donc, même présentation, le score MG-ADL, le score d'interrogatoire, le score QMG. Donc, vous voyez que dans cette étude, même les patients qui étaient sous placebo en rouge se sont améliorés. Donc, c'est une maladie, la myasthénie, où il y a un effet placebo relativement important, même si on le voit un peu moins sur le score QMG. Et on voit que quand même, les patients qui ont reçu le traitement vont mieux que les patients qui n'ont pas reçu le traitement en rouge. C'était une étude sur des formes de myasthénie réfractaire, hein, donc du coup avec des gens particulièrement sévères. Malheureusement, dans cette étude-là, ça n'avait pas diminué le nombre de crises, pas diminué le nombre de cures d'immunoglobuline de secours et pas le nombre d'admissions à l'hôpital, mais c'était bien toléré. Donc c'est un médicament qui peut être utilisable. Il a un inconvénient principal, c'est qu'il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché dans cette maladie-là. Il coûte horriblement cher, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale aux pharmacies des hôpitaux, et donc c'est une vraie galère pour le prescrire. Mais il y a plein d'autres médicaments qui sont en cours de développement, spécifiquement dans la myasthénie, et son successeur, il s'appelle ravulizumab. C'est son successeur. Il a l'avantage, celui-là, d'être en injection beaucoup moins fréquente, puisqu'on fait une dose de charge, là, avec des injections rapprochées au début, puis après, c'est une injection toutes les 8 semaines. Donc là, on commence à être un peu plus tranquille. Et vous voyez toujours le score MG-ADL, toujours le score QMG. Et vous voyez toujours que les patients qui reçoivent le traitement, ils vont un peu mieux que les patients qui reçoivent le placebo. L'avantage de ces médicaments, c'est qu'ils agissent assez rapidement, beaucoup plus rapidement que les immunosuppresseurs traditionnels, que l'Immurel ou que le Cellcept, dont vous savez très bien qu'ils mettent 2, voire plutôt 4 mois pour être efficaces. Bonne tolérance. Et il a un cousin qui s'appelle le zilucoplan, qui a été développé par un autre laboratoire, qui se fait en injection sous la peau, en auto-injection, mais tous les jours, celui-là. Mais c'est le patient qui peut se faire l'injection. Et vous voyez toujours les mêmes courbes. Alors, je ne vais pas montrer le résultat de l'étude définitive, parce qu'il y a un embargo pour l'instant. Je ne peux pas vous le montrer, mais on reste sur le même type d'efficacité que les autres médicaments. Et enfin, on peut utiliser les services spéciaux. Je vous ai dit que le lymphocyte T communique avec le lymphocyte B par des molécules qui s'appellent les interleukines, je vais y arriver. Et donc on peut aller brouiller les messages. On peut empêcher le message de passer du lymphocyte T au lymphocyte B. Et donc le lymphocyte B ne dit plus au lymphocyte T au bombardier de partir. Et donc on diminue la production des anticorps. Ça, c'est un rationnel, puisqu'il y avait des travaux qui montraient que chez les patients qui avaient la myasthénie, le taux d'un de ces messagers qui s'appelle IL6 était plus important dans les muscles des patients myasthéniques par rapport aux muscles des patients qui n'avaient pas la myasthénie.
Il y a un peu de littérature. Alors, je vous ai montré juste un cas avec un patient. Là, vous voyez son score, qui est le score QMG dans mon souvenir, qui allait pas bien malgré des immunoglobulines, malgré du rituximab. Et à partir du moment où on le met sous tocilizumab, c'est un anticorps dirigé contre l'IL-6, le patient s'améliore, et en particulier quand on l'utilise de façon très chronique en injection sous la peau. Donc c'est sur un patient, donc on ne tire pas de conclusion sur un seul patient, bien sûr. Et il y a une étude en cours, là, nous on a inclus une patiente il y a 15 jours dans cette étude pour justement prouver que ces médicaments anti-IL-6, bon, on m'a coupé il faut que j'arrête de parler. C'était l'avant-dernière diapo, je crois. Et donc l'idée, c'est de vous dire qu'auparavant, il n'y avait pas énormément de traitements, que ça s'est progressivement développé, et que surtout, il y avait plein de médicaments qui étaient en train d'être développés. Voilà, d'autres cibles thérapeutiques, et que la question qu'on va se poser maintenant, c'est quel traitement adapté pour quel patient avec ce type de choses, avec tous ces nouveaux médicaments. Et donc ça, on n'a pas encore les réponses de comment bien adresser le bon patient avec le bon traitement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc mon nom effectivement est Guillaume Basset, j'ai la chance de travailler à l'Institut de myologie, avec Rosane Lepens notamment, ce qui amène à partager beaucoup d'informations entre la recherche et ce qui est notre mot ici, c'est la vie réelle. Alors vous allez savoir pourquoi il est en anglais, parce qu'en réalité c'est une étude internationale. Pour faire très simple, je crois qu'après, quand même, on peut vous tirer un chapeau, parce qu'après des leçons de biologie qui ont été quand même assez intensives, de médecine avec des noms de médicaments très compliqués, vous allez voir qu'ici, vous n'avez strictement rien à apprendre, puisqu'en réalité, c'est nous qui avons à apprendre de vos symptômes. Donc cette fois-ci, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que vous connaissez parfaitement votre maladie, votre quotidien, et l'objet, c'est de permettre de mieux la mesurer. Alors ça peut paraître un peu simple de cette façon-là, mais en réalité, vous avez vu qu'il n'existe pas comme pour le diabète, par exemple, un patient va faire sa glycémie, voit son médecin, et puis on voit est-ce que le diabète est mieux, moins bien. Vous faites des prises de sang, mais en réalité, jamais pour savoir comment va votre myasthénie, mais plutôt pour suivre des médicaments, par exemple, de savoir s'ils sont bien supportés, moins bien supportés. Donc ça nous pose la question de savoir comment suivre la myasthénie, finalement. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'elle a tendance à aller mieux, moins bien. Et c'est peut-être pas pour revenir jusqu'à Willis comme l'a présenté Guilhem, mais sans caricaturer, on n'en est peut-être pas très loin. C'est-à-dire que ce sont des symptômes qui font beaucoup appel au ressenti, donc qui sont très difficiles à mesurer. Quand on tente de les mesurer, vous avez vu qu'on vous fait en consultation des choses un petit peu curieuses, de tenir les jambes à 90 degrés en l'air. Je dis au patient, est-ce que moi-même je fais ça dans la vie quotidienne? Non, jamais. Alors pourquoi est-ce que je le ferais chez mon neurologue, chez mon médecin? C'est un peu curieux. Alors non pas pour dire que ces mesures ne sont pas bonnes, c'est un moyen plutôt que de dire on va aller faire des escaliers, on va vous faire des assez debout, des choses qui sont plus proches de choses que l'on fait, mais c'est une mesure de fatigabilité. C'est-à-dire on a un certain niveau de force à un moment donné, puis on la perd par la diminution de ce neurotransmetteur. Alors, quelques éléments. Pourquoi essayer de recueillir des données? Alors, pour faire très simple, en réalité, les maladies rares, c'est un fléau. Dans la majorité des maladies rares, ça n'est pas votre cas, elles n'ont pas de traitement. On peut se dire par la myasthénie, parmi toutes les maladies neuromusculaires que vous verrez peut-être aujourd'hui, eh bien, vous avez beaucoup plus de traitements. On vient d'en passer en revue. Donc, il y en a dorénavant tellement que la question sera quel traitement, pour quelle personne, à quel moment. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, ce qui amène au point de savoir comment mesurer ces effets de traitement. Et ce qu'on préférerait, c'est les mesurer dans la vie réelle. Alors la vie réelle, ça nous amène à passer beaucoup de temps en consultation avec vous pour que vous nous racontiez votre quotidien. Donc c'est finalement en tentant de décrypter ce que vous faites, ce que vous avez du mal à faire, et de cette façon essayer d'avoir une idée de savoir si la myasthénie va
plutôt bien, mieux, moins bien. Et ça, c'est très difficile. Donc, dans les essais cliniques, on fait des scores que vous avez pu voir, qui sont un peu sophistiqués. Donc, le principe, c'est que, et donc, dans cette construction avec le groupe myasthénie de l'AFM Téléthon, on est parti du fait que, finalement, dans la vie réelle, on connaît bien peu de données. Alors, il y a bien des registres et des quelques données hospitalières, mais en réalité, tout ceci est quand même limité. Il y a des choses aussi qui nous créent des embûches, c'est-à-dire que les symptômes de l'hémiasthénie varient au cours du temps, ce que j'appelle un peu la météo. On peut très bien se dire au cours de la consultation, puis vous connaissez ce chic, hein, c'est toujours au moment de la consultation que le patient va bien, en disant mais je vous assure, j'avais pourtant quand même, je voyais double, j'avais les travers, puis où des patients sont allés aux urgences et on dit bah, écoutez quand même non ça a l'air d'aller, hein, donc tout ceci montre qu'on n'est pas très optimisé dans des symptômes qui sont des symptômes subjectifs. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut essayer de mesurer de la fatigue? On sait que les patients myasthéniques ont des douleurs, c'est des choses qui ont été méconnues jusqu'ici. Donc il y a un très grand impact sur la qualité de vie. Et deux écueils, c'est-à-dire que ce ne sont pas des symptômes qui se voient, qui se mesurent, hein, et encore moins qui se dosent, comme la glycémie d'un diabétique ou prendre la tension chez son médecin quand on est hypertendu. Et puis il varie au cours du temps. Donc on se dit on a un grand défi pour les mesurer. Alors comment fait-on? En réalité, alors ça c'est... Pourquoi le réaliser? On a, par rapport à l'époque du XVIIe siècle, un outil sur lequel on passe de plus en plus de temps, qui est un smartphone, et qui permet, lui, de nous aider, de vous aider à recueillir des données de myasthénie. Donc le constat fait avec les associations, c'est que tout votre vécu est mal connu, ça rend plus difficile votre prise en charge appropriée, qu'il était nécessaire de faire des études. Et cette étude, vraiment, ça a été un très grand bonheur de la mener main dans la main avec l'association de patients et le groupe. On le fait dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec quand même en y intégrant des questionnaires standardisés, validés, qui existent dans tous les pays du monde, et notamment pour pouvoir à terme les comparer. Entre comment est-ce que vont les patients myasthéniques français par rapport aux Italiens, Japonais. Et ça, c'est des choses qu'on pourra connaître dans quelques temps. Alors voilà, l'outil qui a tout changé, hein, plutôt que de raconter ce qui était une forme d'épuisement et avec des choses très littéraires qu'on voyait avant, pas inutiles, mais quand même difficiles à mesurer. Eh bien, c'est vous et ce petit outil que dorénavant quasiment tout le monde a, qui va permettre d'en savoir plus. Voilà, le but, j'en ai parlé, et on va surtout aller à comment ça s'est fait. Donc, le groupe d'intérêt de l'AFM Téléthon et puis une autre association de patients des myasthénies isolées, ici avec un déploiement de cette application dans un grand nombre de pays dans le monde, pour lequel la France vient s'ajouter et s'inscrire. Alors, qui peut participer? C'est extrêmement simple, c'est quasiment tout patient myasthénique. Quelques petits éléments, c'est-à-dire pas tout syndrome myasthénique. Il existe des syndromes myasthéniques congénitaux, qui sont génétiques, ils ne sont pas immunologiques. Et puis il y a des syndromes de Lamberton, donc ce sont des gens qui sont dans des ateliers, dans les stands à côté, et pour lesquels, et le but n'est pas de les exclure, hein, probablement ça pourra s'appliquer à eux-mêmes dans quelques temps. Alors une capacité, en fait, avoir un smartphone ou être en capacité de l'utiliser, je dois dire que c'est dorénavant tout le monde. Moi, j'étais dans les visites d'inclusion, ravi de voir qu'un monsieur de plus de 80 ans, et quand je lui ai posé la question, il m'a dit « Écoutez, oui, tout à fait, je l'utilise très bien, ça marche parfaitement bien ». Donc, ce n'est pas réservé aux jeunes ados ou aux plus jeunes parmi nous. Tous ces pays, dorénavant, avec bientôt le Danemark. Alors voilà le processus, simplement pour dire, bon, nous on est en France, alors on a quand même des processus réglementaires assez tatillons et qui nous ont tout de même, on a dû passer 3 fois devant les comités, qui, je dirais, bon, on l'évoquait tout à l'heure, on peut le prendre comme des petits bâtons dans les roues par rapport à une vitesse qu'on aurait bien aimé et avoir de la même façon que dans d'autres pays. Voilà, je vous montre quelques données, ça c'est dorénavant il y a plus de 1400 personnes dans le monde. Pour l'instant, 50 personnes en France. Alors, on espère qu'on va rattraper le rythme. Il y aura quelques données, je vous en dirai des mots.
Voilà, donc le but, c'est aussi pour vous de faire connaître votre maladie à la communauté, qu'elle soit mieux reconnue, mieux comprise. On s'est aperçu aussi que ça permettait à des personnes de partager des connaissances. Comme ces symptômes sont invisibles, c'est très difficile de communiquer à son conjoint, à un parent, à un enfant, de se dire « je suis fatigué, j'ai du mal à aller au travail, il y a telle et telle chose ». Dorénavant, dans ce petit paramètre qui suit des scores, ça permet de comprendre pourquoi on va moins bien, et moins bien dans telle période. C'est toujours cette maladie relativement invisible, insaisissable. Cet outil vous permet d'en parler à d'autres. Alors en parler, on s'était dit au départ à votre médecin, pour adapter les traitements, mieux la connaître, la communauté, les associations, connaître la myasthénie, mais on s'est aperçu que c'est aussi en parler à des très proches. Et c'est aussi donc c'est un outil qui libère la parole. Donc on peut le faire réellement dans son cercle familial et d'amis. Alors ça vous donne des petites questions. Comment participer? Alors il y a deux choses. Donc en France, le comité d'éthique a souhaité que ce ne soit pas une application que vous téléchargez sur l'App Store ou Play Store, parce que je dirais n'importe qui n'est pas myasthénique pourrait l'utiliser, ce qui fausserait les résultats. Alors ils nous ont mis des choses un petit peu restrictives, mais vous trouverez donc avec Annie Archer un petit fascicule sur le stand, et puis le stand bambou qui vous explique comment le faire. En pratique, c'est très simple. Vous allez sur donc myrealworld.com, donc .fr, on est en France, mais vous êtes redirigé, et vous êtes sur un site internet où vous vous inscrivez, vous mettez un compte, qui vous permet en fait de vous inscrire à une visite qui jusqu'ici est avec moi en visio, on est toute une petite collection, anonyme. Vous avez un nom d'animal, c'est très exotique. Ce qui fait que voilà, je ne cherche pas à savoir qui vous êtes, simplement répondre à vos questions et s'assurer que vous allez l'utiliser dans des bonnes conditions. Parce que le but, c'est tout de même pas de commencer et puis de se dire, bon, au bout d'1 mois, je le lâche. Finalement, c'était un peu un divertissement. C'est quand même d'être en capacité de faire cet outil dans votre poche qui permettra de suivre votre myasthénie. Et une myasthénie, ça dure longtemps, donc c'est un suivi à long terme. Et là, on arrive dans ce que les autorités aussi nous demandent en disant, très bien, vous dites que ça marche, est-ce que réellement des patients vont pouvoir utiliser ça 6 mois, 1 an, 2 ans, des années, jusqu'à ce que la myasthénie aille le mieux possible, mais c'est quand même une maladie de long terme. Bon, les données collectées, s'il y avait des questionnements, tout répond au règlement général européen. Je peux vous dire que tout ça, ça a été extrêmement sourcilleux. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions, pour rester dans les temps et puis aborder toute une série de questions. Voilà. On a, alors, voilà, comment participer en France, je vous en ai dit un petit mot. On peut peut-être vous montrer quelques données. Alors, cette séance d'information que vous suivez, c'est réellement pour répondre à vos questions sur cette étude qui dure assez longtemps. Ça n'est pas une téléconsultation. En aucun cas, le but est de changer ce que fait votre neurologue. Ça n'est pas non plus une hotline pour l'appli en disant j'ai un bug, ça ne marche pas, et me demander. Donc il y a des informaticiens pour ça. Voilà. Et c'est pas non plus, une fois j'ai eu un petit peu de mal, parce que les gens par l'association se connaissaient, j'avais un peu du mal à contrôler la séance parce qu'ils échangeaient, ils étaient tellement contents de se revoir que voilà. Bon, c'est des petits éléments, moyennant quoi tout fonctionne très bien. Et puis de vous donner, alors voilà, voilà comment vous inscrivez, tout ça c'est très classique. Vous prenez un rendez-vous sur une des sessions, il y en a une là début juillet, on s'y retrouve. Et ensuite vous pouvez télécharger l'appli, et là c'est à vous de jouer. Donc vous êtes autonome, libre. Une fois par mois, vous avez un questionnaire qui recueille des choses que vous connaissez, que vous avez déjà faites en consultation le plus souvent. Et cette fois-ci, c'est vous qui êtes autonome et c'est vous qui mesurez votre maladie. Donc ça, c'est beaucoup plus pertinent. C'est donc en vie réelle. Voilà, je crois que je vais m'en tenir là pour rester dans les temps. Bonjour. Du coup, ma question, c'est, comme vous avez dit, il y a différents types de
myasthénie. Donc ça peut être les rats qui sont atteints ou les muscs. Donc effectivement, c'est depuis 2001 que le musc a été étudié. Moi, je fais partie des myasthénies anti-musc. Je suis la patiente de Nantes. Du coup, ma question, en fait, c'est quand un traitement fonctionne, pourquoi, en fait, moi, j'étais sous rituximab, donc pourquoi est-ce qu'on ne continue pas le traitement, on le stoppe Alors, la réponse, elle n'est pas forcément évidente à vous donner parce que justement, on manque d'études qui nous permettent de savoir exactement s'il faut le refaire et quand est-ce qu'il faut le refaire et à quel rythme et pendant combien de temps il faut le refaire, le rituximab. Parce que l'expérience que l'on a, c'est qu'il y a des patients avec les 2 cycles initiaux, ils s'améliorent, on casse leur maladie et en fait ils n'ont pas besoin de rituximab au long cours. Et puis il y a des patients qui ont besoin de perfusion de façon plus régulière et plus fréquente. Et pour l'instant, on n'a pas encore tous les marqueurs qui nous permettent de dire vous avez besoin de perfusion régulière et vous avez besoin que d'un cycle de perfusion. Après, pour votre cas personnel particulier, je ne peux pas vous répondre puisque je ne connais pas votre dossier et c'est aussi une décision en fonction des risques qu'on fait porter aux patients. Voilà, on est tout le temps en train d'essayer de peser une balance entre les bénéfices du traitement que vous avez probablement expérimenté parce que les myasthénies anti-musc, ça répond très bien au rituximab, et les risques qu'on fait courir avec des perfusions au long terme qui vont quand même attaquer une partie du système immunitaire qui normalement sert à quelque chose. Voilà, il n'est pas que dérégulé, il permet aussi de lutter contre des infections ou des cancers. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre dans votre cas particulier, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas forcément de certitude sur le rythme des perfusions. Il ne faut pas non plus qu'on surtraite les patients, parce que ça ne sert à rien de surtraiter, et au contraire, on multiplie les effets secondaires comme ça. Donc là, on est probablement dans des périodes, c'est ce que je disais à la fin, quel traitement, et même quel rythme de traitement pour quel patient, et probablement aussi comment articuler les différents traitements dans le temps, parce qu'ils n'ont pas les mêmes périodicités d'efficacité. Et donc, probablement que ça, c'est des réponses qu'on va avoir dans les années qui vont arriver, avec l'expérience qu'on va acquérir avec tous ces nouveaux médicaments. Pour l'instant, on est dans la phase découverte, entre guillemets. Nous, on est contents, on a des jouets. Et puis, il va falloir qu'on trouve le bon jouet pour la bonne personne, en fait. Combien de temps peut-on rester sous corticoïdes? À savoir que pour ce qui me concerne, j'y suis depuis 20 ans. Un dosage élevé, 10 mg, et qu'à compter du moment où je descends à 8, ma paupière tombe. Et par ailleurs, que ces corticoïdes, il semblerait, par rapport à vos confrères, mais déclarer un diabète récent. Alors, la caractéristique, je crois, de la myasthénie, c'est sa variabilité. Vous le savez tous, ça varie chez vous, dans la journée, dans le temps, en fonction des saisons, en fonction des périodes, etc. Et ça varie d'un patient à l'autre. Là, c'est très clair qu'il y a des patients pour lesquels, comme vous dites très bien, on diminue, tout se passe bien, et puis paf, on passe de 10 à 9 ou de 10 à 8, et là, tac, les symptômes reviennent, on repasse temporairement à 12-14 mg, ça va mieux, on redescend à 10, et là, on restabilise la maladie. Donc il y a vraiment des patients pour lesquels on sait qu'on a cassé la maladie initialement, et on va pouvoir diminuer les médicaments, voire même arrêter. On a des patients qui prennent quasiment pas de Mestinon, même des gens qui avaient des formes sévères initialement, à 10 ans. Et puis il y a des patients pour lesquels, pour l'instant, on ne sait pas encore pourquoi cela, mais ils restent très dépendants. Moi, j'ai la même expérience que vous avec un monsieur à qui j'ai récupéré dans notre service. Ça faisait une quinzaine d'années qu'il avait du Celceps. Il avait un comprimé de Celceps par jour. Je lui ai dit, on va l'arrêter, arrêtons-le. Et en fait, il m'a fait une décompensation de la myasthénie. On a repris le Celceps et ça allait mieux. Et donc vraiment, il y a des gens qui sont encore dépendants des médicaments parce qu'on n'a probablement pas cassé le mécanisme initial de la maladie de la même façon. Probablement parce que les mécanismes initiaux ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, voilà. Peut-être qu'à l'avenir, avec nos nouveaux médicaments, on arrivera à mieux casser la maladie pour faire en sorte qu'on n'ait pas nécessité d'un traitement chronique tel que le vôtre au très long cours.
Alors c'est vrai que là, 10 mg, on est dans la zone où on commence à être un peu plus tranquille côté effet secondaire que quand on est à 20 en permanence. Donc il y a des gens qui restent 20 ans, 30 ans sous corticoïdes. On a des gens qui sont soit sous corticoïdes, soit sous un immunosuppresseur au très très long cours. On essaie de l'arrêter, on essaie toujours de l'arrêter. Hein. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir le traitement minimal pour chaque patient. Et même en essayant de l'arrêter, on s'aperçoit qu'il peut y avoir une aggravation. Donc là, c'est vraiment souvent, c'est quand même des gens qu'on suit depuis très longtemps. Hein. Donc on a une relation qui est une relation de confiance en général. Et donc on sait qu'on court un risque en arrêtant le médicament et on en discute. Et souvent, on en discute dans plusieurs consultations les unes après les autres. C'est pas tout à fait la même chose qu'avec les myasthéniques qui découvrent leur maladie, là, qui sont pas encore totalement en confiance avec leur neurologue. Voilà, quand ça fait 10 ans qu'on se connaît, qu'on a parlé des enfants, des petits-enfants et des travaux à la maison pendant les consultations, c'est sûr que c'est plus facile de faire ce genre de choses. Oui, bonjour. Peut-être un petit point, si je peux ajouter, c'est qu'on a ce premier objectif qui est d'améliorer les symptômes et de permettre de retrouver une vie quotidienne de bonne qualité. Je crois que l'historique que tu as montré le dit bien, c'est que les corticoïdes ont été un des premiers traitements médicamenteux efficaces. Et finalement, tellement efficaces que beaucoup de patients l'ont eu et l'ont eu pendant longtemps ou continuent de l'avoir. Donc ces profils de personnes qui utilisent encore des corticoïdes au long cours sont un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire des personnes parfois que l'on reprend, dont on réévalue le suivi, mais qui sont ce que j'allais dire un peu entre guillemets des myasthénies assez anciennes. Et ce qui a été intéressant avec les nouveaux médicaments, c'est non seulement obtenir une amélioration franche de la myasthénie, mais ce qu'on voit apparaître comme nouveau critère, c'est aussi de pouvoir diminuer la dose de corticoïdes. Donc vous voyez qu'on commence à vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire aller mieux et quasiment avec le moins de traitement possible. Et quand on dit traitement, c'est un traitement qui a des effets secondaires au long terme. Donc ça s'inscrit dans cette démarche d'amélioration de la myasthénie, mais aussi des thérapeutiques. Oui, donc moi j'ai une question. Ma question elle est relative aux nouveaux traitements que vous avez détaillés. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement aujourd'hui où on en est justement dans ces nouveaux traitements? Moi j'espérais beaucoup en venant ici d'avoir une réponse claire, de nous dire clairement est-ce que ces médicaments, est-ce qu'il y a certains myasthéniques qui ont déjà pu en bénéficier, surtout quand certaines personnes ont atteint leur limite d'efficacité avec les traitements habituels, à savoir les immunosuppresseurs, mestinons et cortisone. Merci. Alors, il y a forcément des patients qui ont pu en bénéficier puisqu'on a des résultats d'études. Et il y a des patients dans les études que je vous ai présentées. Je pense que dans toutes, il y avait des patients français qui ont été inclus dans ces études-là. Donc, moi, je peux vous parler, par exemple, de mon expérience avec le Rosimab, le Rozanolixizumab. Donc, celui-là, on le réfléchit comme un médicament qui fait la même chose qu'un échange plasmatique. Vraiment, il faut le réfléchir comme ça. Ou une cure d'immunoglobuline. Et donc, par exemple, avec ce médicament-là, j'ai l'expérience sur 2 patientes. Il y en a une qui est donc dans une des études, on a le centre d'investigation clinique qui est au 13e étage du bâtiment. Et donc, quand elle est dans la période où elle ne va pas bien, puisque comme je vous ai dit, c'est des périodes où on traite le patient, puis après on le surveille, puis on le retraite s'il s'aggrave, puis on le surveille, puis on le retraite. Et donc, quand elle ne va pas bien, juste avant qu'on reprenne le traitement, elle est avec sa canne, elle a du mal à marcher le couloir, et quand elle est dans sa période où elle va bien, elle monte les 13 étages à pied. Voilà, et une autre dame pour laquelle on utilise le même médicament, c'est pas pour faire de la pub sur celui-là, c'est parce que j'ai une vraie expérience sur celui-là. J'ai une dame qu'on a sortie de la réanimation et qui maintenant fait de la course, donc avec ce type de médicament-là. Après, donc, du coup, on a de l'expérience. Le rituximab, ça fait 10 ans qu'on s'en sert. Celui-là, on a de l'expérience. Celui-là, on sait le décrire, on sait donner les informations aux patients, on sait leur dire quel est le rythme avec lequel ils vont s'améliorer. Ça maintenant, on sait. Les nouveaux, forcément, on découvre, c'est ce que je disais, c'est un petit côté nouveau jouet, entre guillemets, mais pour l'instant, on ne sait pas
encore avec certitude comment les positionner les uns avec les autres. Ça, je ne peux pas vous répondre à cette question-là, mais probablement que dans 1 an, 2 ans, enfin peut-être pas 1 an, mais dans quelques années, on pourra répondre à cette question-là qui est, pour tel myasthénique, on sait que dès le début de la maladie, celui-là, on est sûr qu'il va aller pas bien, celui-là, on sent que c'est... Enfin, ça, on le sait, tous les neurologues, on sait les patients qui vont aller pas bien et on sent ceux pour lesquels la myasthénie sera plutôt calme. Et donc, probablement que dans les années qui viennent, on tapera beaucoup plus fort au début de la maladie, et ce que disait mon collègue, c'est tout à fait vrai, pour avoir à taper moins longtemps. Et donc ça, vraiment, les objectifs maintenant, c'est taper fort au début de la maladie, améliorer la situation beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait l'habitude, parce que il y a quand même une petite tradition dans la myasthénie. Je vous mets les corticoïdes, j'attends que ça s'améliore, puis je vous mets votre immunosuppresseur, j'attends que ça s'améliore. Ah, ça ne s'est pas amélioré, je vous mets un deuxième immunosuppresseur. Et pendant des mois et des mois, on a des gens qui ont des difficultés à déglutir, des difficultés à voir et à pas avoir double, ce qui est très gênant quand on a une activité professionnelle ou quand on a ce genre de choses. Et donc, il y avait quand même cette petite tradition dans la myasthénie que ce n'était pas forcément que des symptômes graves et qu'on pouvait tolérer les symptômes le temps que les médicaments soient efficaces. Et ça, probablement qu'on va avoir des attitudes, enfin, moi, c'est pas mon habitude, mais qu'on va avoir des attitudes beaucoup plus actives pour améliorer rapidement et plus franchement les symptômes des gens, quitte à utiliser plusieurs médicaments de façon associée au début de la maladie. Alors, il ne faut pas qu'on joue non plus les apprentis sorciers sur le système immunitaire, pour qu'après, vous ayez le moins de symptômes possible et qu'en plus, la corticothérapie, on vous la laisse la moins longtemps possible ou alors à la dose la plus faible possible pour que vous ayez moins d'effets secondaires avec les médicaments. Donc l'attitude, ça va être probablement de taper plus fort, plus rapidement, pour améliorer plus vite les gens, pour qu'ils aient moins de symptômes et surtout qu'ils aient moins de traitements longtemps. Mais ça, l'articulation de tous ces médicaments-là, je ne peux pas encore vous la donner. On vous la donnera probablement dans les années qui viennent parce qu'on découvre en même temps que vous.